bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Ici ça va, malgré que je sois très fatiguée, je vais pas vous mentir, donc ce sera un épisode slow, vraiment tranquille. Je suis très fatiguée parce que pour vous mettre dans la confidence, alors non, je ne suis pas enceinte, hein, c'est fini, cette période-là de ma vie est terminée, a priori. Et non, en fait, je suis juste éclatée, crevée, parce que, pour tout vous dire, on déménage dans 3 semaines. Donc voilà, le 23 décembre, pour ne pas faire comme tout le monde, et puis créer un peu de peps, un peu de piment dans sa vie, vous voyez, sortir sa zone de confort, tout ça. Non, en réalité, en fait, on a les clés, enfin, j'aurai les clés le 19 décembre. Et donc, voilà, une dernière semaine de cours, puisque les enfants terminent l'école le 22, donc le seul moment où on peut déménager. Et en même temps, leur permettre de finir leur scolarité, en tout cas pour cette période-là, dans l'école actuelle, puisqu'ils vont aussi changer d'école. On va changer de commune, donc changement d'école pour les 3. Et donc, de ce fait-là, voilà, on ne pouvait pas faire autrement que le samedi qui suit, quoi. Et donc voilà, donc sinon ça aurait voulu dire qu'on passait Noël encore dans cette maison-là, qui est insalubre, qui est ignoble, et entouré de cartons. Enfin, ça aurait été le gros bazar. Donc non. On préfère faire ça plus simplement cette année, mais au chaud, au sec, chez nous, avec dans un logement qui nous ressemble. Donc j'ai hâte. J'ai très hâte. Les enfants ont hâte. On a tous hâte, quoi. Donc ouais, ça va être cool. On a hâte, quoi. Bref, petite parenthèse perso étant terminée, je voulais du coup explorer avec vous un sujet qui je trouve est important, c'est en fin de compte ce qu'on appelle les dualités de la vie, c'est-à-dire ces moments de joie intense et aussi ces périodes de doute profond qui sont en fait pas seulement des étapes, mais qui sont aussi le reflet de notre humanité et puis de notre force. Et c'est aussi ces événements de vie, ces étapes qui sont un petit peu en fait comme un voyage qu'on va pouvoir explorer ensemble et qui, vous le verrez, au final, nous apprennent beaucoup de choses sur nous, sur la vie, sur tout ça, et qui nous permettent de grandir. Donc c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Donc on va commencer par le positif, voilà, les moments sympas, les moments de victoire, on va dire ça. On va commencer par ces moments magiques, ces moments où on a l'impression que tout s'aligne, vous voyez, où tout est nickel, où tout est parfait, entre guillemets. Souvenez-vous la dernière fois que vous êtes senti, on va dire, invincible, ou entre guillemets, chaque pièce du puzzle de votre vie semblait vraiment trouver sa place. Rappelez-vous de ces moments-là. Parce que ces moments-là, en fait, ils sont précieux. Mais ils sont plus que de simples réussites. Je crois qu'ils sont le miroir, on va dire, de notre potentiel, de notre capacité à réaliser nos rêves aussi. Parce qu'en fait, ces moments-là sont simplement le résultat de ce qu'on a mis en place, étape par étape, pour réussir. Okay, pour atteindre nos objectifs, nos rêves, etc. Par exemple, pour parler de quelque chose qui me concerne, de prendre un exemple personnel, puisque je n'ai pas pris de témoignage cette fois-ci. Enfin, pas autre que le mien, du moins. À chaque naissance de mes enfants, pas Nayeli évidemment, mais elle en elle-même, oui, mais pas les circonstances, évidemment, vous doutez bien. Si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, vous connaissez l'histoire. Mais
Et voilà, à chacune des naissances de mes enfants, ça a été une réussite énorme pour moi. Je me suis dit, ça y est, je l'ai fait. Mon bébé est là, il va bien, il est entier, il est complet, il livre avec tous les orteils, tous les doigts. Donc voilà, tout va bien. J'ai réussi à accoucher, à lui donner la vie. C'est des moments incroyables, ça. C'est des moments de... Ouais, c'est même plus une victoire, là, c'est... On a l'impression... On a presque l'impression d'être Dieu, quoi. Tellement c'est incroyable ce qu'on a pu faire en 9 mois, de créer un petit être, comme ça, un petit être vivant, complet, en fait, capable de tout faire, ou presque, dès la naissance, respirer, se nourrir, etc. C'est quand même incroyable. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours impacté fort à chacune des naissances de mes enfants, quoi. Et puis on va voir les périodes de doute. Voilà. Les périodes de doute, c'est ces moments où à chaque pas en avant, on a l'impression qu'on doit que ça requiert toute notre énergie. C'est ces phases où souvent on est accompagné de questions, d'incertitudes, parfois même de larmes, parce que des fois clairement c'est tellement dur que en fait on est épuisé, on finit par en pleurer. Puis parce que parfois c'est triste, parfois c'est dur. Parfois, il y a des échecs qu'on n'arrive pas bien à gérer émotionnellement et on a besoin de pleurer pour vider. Et d'ailleurs, c'est complètement OK. C'est même d'ailleurs, c'est prouvé d'ailleurs par la science que c'est très sain de pleurer. Beaucoup plus que de garder d'ailleurs. Mais voilà les filles, je voulais vraiment vous dire que ces périodes, elles sont aussi importantes que les périodes où on a l'impression que tout est beau, tout est rose, quoi. Parce qu'en fait, c'est ces périodes-là, j'ai même envie de dire, elles sont peut-être même plus importantes, ces périodes-là, que les périodes où tout va bien. Parce que les périodes où tout va bien, c'est... quelque part, on a l'impression que c'est facile. Vous voyez, ça y est, on l'a réussi, c'est bon, c'est facile, c'est fait. Alors que les périodes où on galère, les périodes où on a des incertitudes, où on se remet en question, où c'est dur, on en chie, c'est dans ces périodes-là qu'on est en train d'apprendre, en fait. C'est ces périodes-là qui font qu'on teste, en fait, notre patience, notre persévérance, notre résilience. Et puis, voilà, ça nous rappelle qu'on est vulnérable. Et que la vulnérabilité, c'est pas une faiblesse, mais plutôt une force. Parce que justement, ça nous pousse en avant. Alors oui, peut-être qu'on peut être un peu immobilisé quelque temps parce que c'est dur, on en chie, on n'est pas bien, on a besoin de faire le deuil de la chose, etc. Ou des fois même un deuil tout court. Et mais après après on se relève et c'est là qu'on voit que en fait on est capable. Donc ça c'est important en fait. C'est peut-être la partie la plus importante de l'épisode. C'était vraiment ça. Comprenez bien que les périodes où vous avez des galères, où il y a des choses dures qui vous arrivent, que ce soit des décès, des ruptures, des divorces, des licenciements, ça peut être beaucoup de choses en fait, la perte de votre maison, enfin franchement il y a des choses des fois horribles qui arrivent. On dit qu'il y a du bon, du positif en toute chose. Alors, je vous le dis tout de suite, clairement on le voit pas tout de suite. Hein. Quand vous vous cassez la gueule des escaliers ou vous pétez 2 jambes, vous le voyez pas en fait tout de suite. Que en fait il y a quand même un truc bien derrière tout ça. Non, là vous êtes en train de souffrir, vous allez à l'hôpital, vous galérez parce que vous attendez 15 ans aux urgences, vous savez pas quand est-ce que vous allez être ausculté, etc., etc. Donc là, non, là vous allez pas le voir en fait. Mais par contre après avec le recul, une fois que vos jambes vont se remettre, ou pas d'ailleurs, parce que vous pouvez finir paralysé, mais qu'est-ce que ça va vous apprendre? Ok, je dis pas que c'est cool en fait d'être paralysé. J'ai une amie proche que j'ai connue valide et qui aujourd'hui est en fauteuil. Clairement, enfin, si elle pouvait, je suis sûre qu'elle préférerait récupérer ses jambes. Mais à côté de ça, je crois qu'elle a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Je crois qu'elle a jamais autant vécu et autant appris qu'aujourd'hui, que depuis qu'elle est en fauteuil roulant. Je crois qu'elle n'a pas autant appris sur elle-même, sur la vie, sur tout, sur ses capacités, etc., que depuis qu'elle est en fauteuil roulant. Donc, voilà, les échecs, on appelle ça échec parce qu'on a l'impression de ne pas avoir réussi l'objectif principal. Mais derrière, il y a une réussite. Toujours. Donc, tout ça pour vous dire que la vie, en fait, c'est pas un chemin linéaire, ok? C'est pas tu traces une droite et vas-y, tu vas toujours tout droit, il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de virage, tout est cool, tout est beau. Non, c'est pas ça. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas toujours tout blanc, c'est pas toujours tout noir, c'est une palette de couleurs. Comme nous-mêmes, en fait. En fait, la vie, c'est notre reflet, en vrai. On n'est pas tout noir, tout blanc, on a des phases où ça va, des phases où ça va pas, on a des parts d'ombre, on a des parts de lumière et c'est ok, en fait. Ok? Et d'ailleurs,
enfin, comme je vous le disais, c'est dans notre gestion de ces bas que réside en fait vraiment notre force véritable, on va dire. Sur comment est-ce qu'on va rebondir après une chute, comment on va trouver la lumière dans l'obscurité. Pour ça, je vais vous raconter mon histoire, un échantillon. 34 ans, je vais pas vous faire 34 ans d'histoire, mais un échantillon de mon histoire personnelle, d'un moment où j'ai vraiment dû puiser dans mes réserves personnelles de résilience pour surmonter ce qui, moi, à l'époque, me semblait être un échec, et ce qui est aujourd'hui une de mes plus grandes forces. Parce que c'est vraiment dans ces moments où on découvre notre véritable force, justement. Et on apprend à se relever, à devenir plus sage et plus forte. Ce moment que je veux vous partager, en fait, c'est quand je suis devenue maman. Même peut-être un petit peu avant ça. Pour celles qui ne le savent pas, ma fille aînée, Kathleen, je l'ai vue toute seule. Comme une grande. Alors aujourd'hui, je le vois comme quelque chose de positif. Mais très clairement, c'était pas le cas le jour où ça m'est arrivé. Donc, pour tout dire, il faut remonter un petit peu dans le temps. Il faut revenir à l'époque où je suis tombée enceinte. Alors, je vais pas vous passer les détails de la conception, hein, ok. Mais parce que bon, je pense que vous savez comment on fait les bébés. Ce n'est pas le sujet de cet épisode. Mais ce qui s'est passé, c'est que je prenais la pilule. J'avais 18 ans, donc tout juste 19. Je prenais la pilule, j'étais régulière, vous savez, je mettais une sonnerie sur mon téléphone, un petit rappel pour jamais oublier de la prendre, déjà tous les jours, et puis surtout à heure fixe, de façon à ce que ce soit optimal en termes de protection. Puis ça faisait déjà un moment que je la prenais, donc c'était rentré dans mes habitudes, si vous voulez, donc j'ai jamais oublié ma pilule. Et puis un jour, ce qui devait arriver, malheureusement, visiblement, en tout cas malheureusement pour moi à ce moment-là, parce que vraiment c'est comme ça que je le voyais, est arrivé, je suis tombée enceinte. Et le garçon avec qui je sortais à cette époque-là m'avait toujours dit je te préviens, si jamais un jour tu tombes enceinte, t'avortes. Hein. Puis moi, c'était tellement hypothétique que c'est évident que ça allait pas m'arriver à moi, que si vous voulez. C'est comme les accidents de la route ou le cancer. Vous savez, on pense toujours que c'est aux autres que ça arrive. Puis un jour, c'est à nous. Puis c'est la vie, c'est comme ça. Et faut se relever. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai encaissé le coup parce que, comme vous pouvez le constater à l'heure d'aujourd'hui, cette personne n'est plus du tout présente dans ma vie. Elle n'a pas reconnu Kathleen comme étant sa fille. Elle m'a du coup clairement abandonnée pendant la grossesse, donc j'ai dû vivre toute ma grossesse toute seule. J'ai dû l'assumer seule, j'ai dû dire à mes amis, à ses amis, qui du coup étaient aussi les miens, que j'étais enceinte et que alors forcément j'ai eu le mauvais rôle puisque je lui cachais sa vie parce que quand même par respect pour lui j'aurais dû avorter, que j'avais fait en plus exprès de tomber enceinte bien évidemment puisque j'étais pas du tout en plus en train de programmer mon avenir moi non plus. Faut savoir qu'à cette époque-là je rêvais de devenir auxiliaire puère. Et donc j'avais programmé à la rentrée d'aller faire mes études sur Nantes, avec lui d'ailleurs en coloc. Et donc donc continuer pour faire mes études et obtenir mon diplôme d'auxiliaire puéricultrice, pour pouvoir travailler en milieu hospitalier, en crèche, etc. Parce que ma vocation ça a toujours été ça. En tout cas à cette époque-là, ça a toujours été d'aider les femmes avec leurs enfants. Et voilà. Et donc c'était super dur sur le plan social parce que j'ai perdu énormément d'amis. C'est dans ces moments-là, vous savez, dans les moments où tu te retrouves enceinte et que t'es la première de tes potes à tomber enceinte et que en plus tu te retrouves toute seule et que t'habites encore chez tes parents. Vous savez, c'est pas la situation classique où en fait tu l'as choisi, où t'habites avec ton mec ou ta nana et où c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Non, moi c'était ah merde, putain, ça va être chaud pour toi, tu vas en chier. Allez, bonne chance, salut. Et puis tu les revois jamais. Donc là, tu fais un bon tri avec tes vrais et tes faux amis, quoi. Donc j'en ai perdu beaucoup. Au final, j'avoue que j'en ai pas gardé des masses de cette époque-là. Et puis se dire que au début, avoir l'espoir que ce garçon-là revienne et qu'il ait des remords et qu'il se dise si quand même ça se fait pas, je vais pas les laisser gérer la grossesse toute seule. Puis une fois que le bébé naît, te dire que il va revenir maintenant qu'elle est née, il va peut-être avoir envie de connaître son enfant, quoi. Et puis réaliser qu'en fait ça n'a jamais été vraiment son enfant puisque dès le début il a décidé qu'il en aurait pas. Et puis tu te débrouilles.
Donc tu dois déménager chez tes parents, puisque tu vas devenir maman, donc tu vas quand même pas élever ton enfant chez tes parents. Idéalement, c'est quand même pas le top. Donc tu cherches un logement, tu cherches, tu commences à désespérer, tu vois que ta grossesse augmente de jour en jour, de mois en mois, et tu te dis merde, dans quoi tu vas finir ? Tu vas finir par vivre où ? Parce que là, tu galères quand même à trouver un logement, puisque en plus, pas de salaire. Forcément, j'étais censée continuer mes études. Donc aucun revenu. Donc trouver un logement quand t'as pas de revenu, très compliqué, même dans le social. J'ai donc fait une demande de logement social qui, en fin de compte, n'a abouti que 2 ans et demi après. Donc autant vous dire que la petite était déjà née depuis un moment. Donc j'ai finalement trouvé, grâce à beaucoup à mes parents qui ont toujours été là tout le long de ma grossesse et puis les années qui ont suivi. Donc voilà, donc ça c'était une des choses les plus dures qui m'est arrivé de vivre, de devoir élever un enfant toute seule, du jour au lendemain partir de chez tes parents alors que tu l'avais pas du tout vu comme ça, t'avais pas prévu de le faire comme ça, de passer d'une maison qui est remplie de vie avec toute ta fratrie, puisque je suis l'aîné, donc quand je suis partie à 19 ans, il y avait encore ma fratrie derrière qui était beaucoup plus jeune. Donc t'as l'impression d'abandonner en plus ta fratrie, très dur. La plus jeune personne de ma fratrie avait 12 ans, donc c'est chaud quand t'as ta grande sœur qui part, que t'as l'habitude de voir ta grande sœur tous les jours, tout le temps, qui te fait des bisous, des câlins, avec qui tu déconnes tout le temps, tu rigoles et tout, et que du jour au lendemain, elle se retrouve enceinte, et en plus à devoir vivre ailleurs que chez toi, super dur. Donc ça a été un bouleversement et un traumatisme pour tout le monde, que ce soit mes parents qui sont devenus grands-parents super jeunes, du coup, donc pas du tout prévu. Moi, évidemment, la première concernée, évidemment. Mais aussi le reste des membres de la famille, quoi. Donc ma fratrie, ma grand-mère qui devient arrière-grand-mère plutôt que ce qu'elle aurait pensé. Il a fallu que j'annonce tout ça à ma famille, donc ça a été dur. On m'a dit, tu ferais peut-être mieux d'avorter quand même. Donc chaud de se prendre ça dans la tronche quand on se dit que la personne en question qui est super croyante, qui me dit ça. Bon, c'était un peu étonnant, si vous voulez, je m'y attendais pas. Bon, voilà, il y a tout un deuil de beaucoup de choses à faire. Et ensuite, il faut apprendre. Apprendre à être maman, parce que tu sais pas, en fait. T'es la grande sœur, donc t'as l'habitude de t'occuper des plus petits que toi, de changer les couches, etc. Mais quand c'est le tien, tu sais plus faire. Tu sais plus faire, donc tu dois tout réapprendre. Comment on change une couche, comment on allaite, parce que moi, j'ai jamais vu personne allaiter autour de moi. Donc je découvre ça, sachant que j'étais persuadée que j'allais même pas allaiter, d'ailleurs. J'avais déjà prévu des biberons, des machins. Et puis, la nature a fait son œuvre, et puis c'est devenu une évidence. Donc j'ai allaité, jour et nuit. J'étais crevée, comme toutes les mamans. Et certainement, peut-être même encore plus, puisque j'avais pas de relais. Donc super dur épreuve. Mais en même temps, c'est ce qui m'a le plus appris dans la vie. Si j'avais pas vécu ça, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je serais peut-être, probablement, très certainement, devenue maman beaucoup plus tard, avec un conjoint, une petite maison, le labrador pour faire la carte postale, vous voyez, tout bien, tout beau, tout rose. Mais j'aurais pas eu d'épreuves. Vous voyez, j'aurais pas cette résilience que j'ai aujourd'hui. Résilience que j'avais déjà un peu avant, puisque j'avais déjà vécu des choses, des agressions sexuelles notamment, etc. Donc ça a été des choses qui ont été traumatisantes pour moi et que qui m'ont renforcée. Mais devenir maman alors que tu l'as pas prévu aussitôt, aussi jeune, tout quitter pour devoir te débrouiller toute seule, etc. Super chaud. Donc évidemment, je ne le conseille à personne. Je suppose que je suis en train de vous dire, démerdez-vous et soyez dans la merde. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Mais plutôt, le message, ce serait plutôt accepter les épreuves que la vie met sur votre chemin. Même si c'est chiant, même si c'est douloureux, même si c'est dur, acceptez-les. Et puis, relevez-vous. En fait, parce que de toute façon, il n'y a pas 15 000 options. Soit vous lâchez tout, puis vous sombrez, et puis voilà, vous savez où ce que ça va vous mener. Soit vous vous relevez, et vous devenez plus forte. Alors, peut-être pas tout de suite, parce que ça va demander un apprentissage, ça va demander un peu de temps. Mais ça va finir par payer, et ça, tôt ou tard. Il y a eu d'autres épreuves dans ma vie, comme le fait d'être salarié dans une entreprise où vraiment le patron était ignoble. J'ai fait une fausse couche dans les toilettes de l'entreprise. Il a pas du tout géré, c'est-à-dire qu'il m'a dit prenez votre temps, continuez à travailler, prenez votre temps, quoi. De toute façon, vous êtes jeune, vous en aurez d'autres. Voilà, une pourriture.
Je peux vous le dire, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi mauvais, avec une âme aussi mauvaise. Mais toujours est-il que voilà, il y en a eu d'autres des épreuves qui m'ont permis de me relever, de devenir plus forte. Mais je sais qu'il y aura d'autres galères, je sais qu'il y aura d'autres défis, d'autres épreuves, et je sais que je me relèverai. Parce que c'est comme ça, en fait. Puis déjà, c'est mon caractère. Je suis pas quelqu'un qui lâche l'affaire. Surtout quand je suis déterminé. Quand je suis déterminé, je donne tout et je lâche rien. Je suis même limite obstiné, moi. Vous voyez, c'est plus être têtu, là. C'est ni borné. Je suis obstiné. Ça peut être une qualité, ça peut être un défaut, ça dépend comment on voit les choses. Mais je sais que c'est aussi ce qui m'a sauvé la vie plusieurs fois, quoi. Donc voilà. De mon point de vue, c'est forcément une qualité. Donc voilà, relevez-vous et acceptez justement ces choses difficiles. Parce que chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est toujours une leçon de vie. Donc au lieu de les fuir, peut-être qu'il faudrait apprendre à les accueillir avec curiosité, avec ouverture, et puis se poser la question, comment est-ce qu'on peut transformer nos épreuves en opportunités ? Comment est-ce qu'on peut apprendre à danser sous la pluie ? Ok ? À sourire face à l'adversité. Je pense que c'est en embrassant justement chaque moment comme ça et en l'accueillant comme une bonne nouvelle, comme un ami, qu'on peut justement véritablement grandir et évoluer. Donc voilà les amis, merci d'avoir partagé ce moment-là avec moi. C'était un épisode voilà, qui était quand même assez intime, assez personnel pour moi. C'est voilà, une anecdote que je vous ai partagée, c'est clairement pas celle que je partage tous les 4 matins. Vous doutez bien que ça remue quand même encore des souvenirs et des petites choses, même si j'ai fait le deuil de tout ça, que j'ai travaillé sur tout ça, et que je suis OK avec mon passé. Mais voilà, c'est jamais des bons souvenirs, quoi. Et puis voilà, puis je le dis pas à tout le monde, j'en parle pas tous les 4 matins non plus. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous allez tenir compte de tout ça et en faire une force pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura touché, que ça vous aura inspiré. Rappelez-vous que chaque haut et chaque bas de votre vie contribue à façonner la magnifique personne que vous êtes. Ok ? Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous n'êtes pas la seule à avoir des emmerdes, à avoir aussi des bons moments. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en parler, il n'y a pas de souci. On peut se faire une petite séance de MP sur Instagram, il n'y a pas de problème. Je peux comprendre que vous n'ayez pas forcément envie d'en parler dans les commentaires du podcast, c'est évident. Mais par contre, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir en DM sur Instagram, sur le compte The Cocoon Harmony, qui est mon compte professionnel. Donc je saurais que c'est pour une problématique voilà, de ce genre. Donc voilà. Sur ce, je vais vous demander de prendre soin de vous. Alors, c'est presque un ordre, parce que pour prendre soin des autres, il faut d'abord commencer par soi-même. Et puis, moi, je vais retourner à mon boulot, puis après à mes cartons, puisque du coup, on déménage dans 23 jours, donc il va falloir que j'enchaîne aussi. J'ai bien avancé, mais il faut quand même que j'enchaîne. Faut pas s'endormir sur ses acquis, parce que alors là, on est foutu. Et puis parce que c'est pas dans mon tempérament d'attendre que les choses se fassent toutes seules. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, je vous fais des besos. Allez, hasta pronto. Bye.